petits michous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un update lecture. Alors oui, les deux auront été assez rapprochés, ils ont juste été entrecoupés d'un book haul, mais vous l'avez vu, j'avais beaucoup de retard sur mes chroniques en termes d'update, plus encore sur Instagram, n'en parlons pas. Mais du coup j'essaie de le rattraper autant que faire se peut. D'ailleurs en parlant un petit peu de tout ça, désolé pour le cadre, vous avez des cartons et des bulles en fond, c'est ce que je mets de côté pour vous envoyer les livres que je mettrai sur Vinted, parce que vous m'avez posé la question, je vous avais parlé il y a pas très longtemps de faire un book haul, j'ai pas eu le temps encore, donc en termes de programme, mercredi pro c'est les sorties littéraires du mois d'août, après il y a le book haul et après il y a un book haul. Oui, c'est tout à fait logique. J'en vends pour vous en présenter d'autres. C'est normal. Bon bah vous allez sûrement entendre les petits monstres qui ont décidé que c'était l'heure de jouer. Hein, donc ils sont juste à côté et ils font des petits bruits de petits monstres. Encore une fois, je suis pas sûre de réussir à tout vous chroniquer aujourd'hui. Oh là j'ai failli tout faire tomber. Il y a tout ça. Il y a du beau monde, donc on va commencer sans plus tarder pour que je puisse vous parler d'un maximum de ces titres et vous allez voir, oui, on est vraiment sur des titres de qualité. On commence tout de suite avec un titre que je n'ai pas lu toute seule, mais avec ma très chère Soli de Livrement Addict. On s'est fait une petite LC pour découvrir notamment le tome 1 de The Bone Season de Samantha Shannon, publié comme beaucoup aux éditions de Saxus. Ici on va donc suivre les aventures de Paige. Paige évolue dans un monde un petit peu plus futuriste que le nôtre, mais vraiment à quelques années près, sauf qu'elle vit dans un Londres un peu particulier qui est nommé Sion Londres. Et qu'est-ce qu'il a de spécial? Déjà on est sur un régime extrêmement totalitaire, mais surtout il y a des choses dites paranormales. Vous avez un petit peu de magie, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, il y a ce qu'on appelle des clairvoyants. Les clairvoyants peuvent avoir différents dons et il y a différentes castes de clairvoyants. Sauf que dans cette époque-ci, et en tout cas dans cet univers, on traque les clairvoyants. Surtout qu'il y en a certains qui sont plus intéressants que d'autres, puisque au vu de leurs dons, eh ben, il y en a qu'on va pouvoir utiliser ou pas. Et ici notre chère Paige est une marche-rêve. C'est un des dons les plus rares et les plus puissants qui soit. Je vous laisserai découvrir exactement de quoi il est question, mais du coup elle est traquée au possible par les personnes qui s'occupent de ce régime. Et elle, pour s'en sortir dans la vie, elle a rejoint une espèce de crew, un groupe où il y a d'autres personnes qui sont aussi clairvoyants et qui vivent du coup dans l'illégalité et qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Et la marche-rêve est un petit peu, si vous voulez, le trophée du chef du clan, puisqu'il sait qu'elle a un don extraordinaire et il fait tout pour qu'elle puisse le développer au maximum de ses capacités, parce qu'il le sait également, elle n'a pas encore tout découvert. Sauf qu'un jour, malheureusement, elle se fait capturer. Qu'est-ce qui va devenir d'elle? Elle va être envoyée dans un endroit dont on ignore tout, pas une simple prison, elle va pas y rester longtemps, elle va tomber sur un autre régime totalitaire et dans celui-ci on est sur quelque chose de très différent, il n'y a pas vraiment d'humains, les seuls humains qui y sont esclaves et là-bas son don va aussi être utilisé. Pas à juste titre encore une fois, et elle va devoir faire en sorte de s'en sortir, de comprendre comment fonctionne cet univers-ci, et elle va notamment évoluer avec le gouverneur qui est Arcturus et qui va du coup la prendre sous son aile, si on peut dire ça comme ça. En fait vous avez les personnes qui sont haut placées qui peuvent choisir de récupérer quelqu'un s'ils le souhaitent parmi la récolte qui arrive tous les 10 ans, mais lui il a décidé pour la première fois de choisir quelqu'un et il a choisi Paige. J'espère avoir bien su vous le résumer, puisque c'est un univers qui est assez riche, qui est assez complexe, mais une fois qu'on a compris le truc, vraiment ça coule de source. Moi j'ai lu aussi de cet récit notamment Le Prieuré de l'Oranger, et croyez-moi, si vous avez compris Le Prieuré de l'Oranger, celui-ci à côté, en termes de complexité, c'est du pipi de chameau. Vous suivez beaucoup moins de personnages, vous suivez que Paige en réalité, même si les personnages secondaires ont énormément d'importance, et tout de suite je préfère vous dire un énorme big up à Arcturus, qui est je crois mon personnage préféré de cette histoire, et sincèrement ça vaut le coup de découvrir ce récit. L'univers est incroyablement bien pensé, on est sur quelque chose qui ressemble un petit peu à la science-fiction quelque part quand on y réfléchit, une dystopie science-fiction, quelque chose comme ça, et le doux mélange de ces univers-ci font que c'est très attrayant. Il y a quand même une certaine multitude de personnages secondaires, notamment les personnages du groupe de Paige, et une fois qu'elle arrive dans ce second régime totalitaire, les autres personnages. Et finalement on ne se perd pas du tout et ils ne se ressemblent pas, ils ont tous des personnalités bien propres, vous avez les plus durs, les plus sensibles, ceux qui
qui n'aiment pas Paige, qui ont beaucoup de faux semblants, etc. etc. Et d'ailleurs, en parlant de ces régimes totalitaires, ils sont tellement bien construits et pensés, on comprend pas tout sur le début parce que on se pose des questions, on arrive là, les deux pieds finalement dans le sable, ça n'existe pas, mais les deux pieds dans le sable, et on se pose et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on comprend petit à petit et les choses deviennent beaucoup plus, petit jeu de mots, clairvoyante pour nous, voilà, je suis très fière de moi. Au-delà de ça, Paige est une protagoniste que j'ai su apprécier, on comprend qu'elle est différente, elle essaye de cacher sa différence auprès de son père pour pouvoir vivre en paix, mais en même temps, comment on peut vivre en paix quand on essaye toujours de nous débusquer? C'est pas évident, elle mène une vie, une double vie, qui fait que elle n'est pas forcément quelqu'un de très bien dans sa peau aussi, et elle essaye toujours de comprendre son don, mais son don qui la met aussi en danger, de par son utilisation et de par la traque des autres personnes. Enfin, c'est assez complexe, mais en même temps, j'ai trouvé ça très bien fait. Je me suis beaucoup prise à l'histoire. J'ai pas eu de côté vraiment négatif quand je l'ai découverte. La fin de l'histoire me fiche un peu les boules, mais il y a un tome 2 qui est déjà paru, que j'ai dans ma palle et j'ai besoin de savoir, puisque il y a quelque chose à la fin de cette histoire où je me dis mais non, je veux pas, je suis pas d'accord. Mais bizarrement, quand on dit ça, la fin ne change pas, on n'écoute pas nos propos. En même temps la fin est déjà écrite, donc c'est tout à fait normal, mais du coup je me suis sentie un peu frustrée, j'avais très envie d'enchaîner avec le tome 2, chose que je n'ai pas faite, j'ai souvent du temps entre les tomes que j'enchaîne. Chose qui n'est pas bien puisque je mets du temps après à y revenir. Enfin bref, petit cercle vicieux quand tu nous tiens, mais je ne peux que vous inciter à découvrir ce livre avec lequel j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai également découvert une nouvelle saga, et ce grâce à ma petite Gladys, des pépites de Gladys. Même si je cite souvent les personnes quand je vous parle des livres, c'est quelque chose d'important puisque on peut découvrir des livres intéressants, des petites pépites grâce à d'autres personnes qui créent du contenu, et même si il faut que je les cite 5 fois parce que je parle 5 fois du livre, pour moi c'est quelque chose qu'il faut faire quand on veut donner un peu de reconnaissance à un créateur, donc je le fais avec grand plaisir, et ma Gladys m'a donné très envie de découvrir la saga du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions Le Livre de Poche. Au cœur de cette intrigue, on va suivre Diana Bishop. Diana Bishop, outre le fait que ce soit une personne extrêmement expérimentée, notamment dans tout ce qui est alchimie entre autres, puisqu'elle est professeure, puisqu'elle est passionnée, et bien elle est aussi une sorcière, voilà. Donc c'est un petit peu compliqué pour elle de cacher ce secret que personne ne doit découvrir, et surtout de cacher ses pouvoirs, puisque à cause d'un événement qui lui est arrivé il y a très longtemps, elle ne souhaite plus ses pouvoirs, mais quand on est sorcière, on les a et on fait avec. Jusqu'au jour où, lors de ses recherches, elle va donc demander un livre à la bibliothèque, qui est Lashmol 782, c'est ça, j'ai toujours un doute sur le chiffre. Sauf que ce livre aussi va bouleverser sa vie, il renferme un terrible secret, et le fait qu'elle l'ait emprunté va tout chambouler. Beaucoup de monde vont s'intéresser à elle, pas forcément pour les bonnes raisons, parce qu'ils veulent ce livre, et que ce livre, personne n'a réussi à le trouver depuis des années, et même des siècles. À côté de ça, vous avez aussi le personnage de Mathieu Clermont. Mathieu Clermont, qui c'est ? C'est un vampire, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, et lui aussi fait partie de ces personnes extrêmement intriguées par ce livre, sauf que finalement il va voir qu'il y a bien plus que ça, et que Diana aussi n'est pas n'importe quelle sorcière, et on va donc les suivre dans la découverte de ce secret autour de Lashmol 782. J'ai beau vous parler de sorcières et de vampires, je préfère vous le dire tout de suite, c'est un livre pour le public dit adulte. Voilà, on n'est pas sur un young adulte, on n'est pas du tout sur de la jeunesse, on est vraiment sur un univers adulte, même s'il y a des sorcières et des vampires, et d'ailleurs c'est la première fois que je lisais un livre destiné à un public mature, on va dire ça comme ça, dans lequel on retrouve des créatures en fait, et ça a été tellement bien fait. Voilà, alors oui, j'ai eu un petit temps à me mettre dedans parce que au début, c'est long. Elle découvre très vite Lashmol 782, elle fait ce qu'elle a à faire dedans, même si elle comprend pas trop ce qui se passe. Elle redonne le bouquin et pendant des pages, il se passe pas grand chose à part que tout le monde, entre guillemets, l'embrouille. Voilà. Et ça a été un petit peu longuet. Mais je me suis accrochée parce que j'aimais Diana Bishop, j'étais très curieuse sur Mathieu Clermont, et à côté de ça, vous avez un univers scientifique qui est développé dans ce livre qui est
incroyable, vraiment. Alors il est juste, il est vrai dans ce qui est conté, mais au-delà de ça, c'est la première fois que je vois un récit avec autant de notions de science et j'ai trouvé ça extrêmement intelligent. Alors peut-être que moi je me sens d'autant plus justement en amour avec ce livre parce que ça parle de sciences, mais surtout parce que les sciences c'est quelque chose que j'ai choisi dans mon métier et dans mes études. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde de ce fait, mais on parle énormément d'alchimie, on parle énormément d'êtres vivants, on parle d'ADN, on parle de chromosomes, on parle de réplication, enfin ça c'est des termes très techniques, mais voilà, on parle de ces choses qui sont hyper intéressantes et qui pourraient aussi quelque part vous donner quelques informations que vous pouvez ignorer pour votre culture générale, ça c'est aussi chouette. Outre tout ça, les protagonistes principaux sont absolument géniales. Petit bémol pour Diana quand même. Je trouve qu'elle a tendance à très vite dérailler, à très vite être un petit peu, si vous voulez, la demoiselle en détresse. Mais c'est expliqué par rapport au fait que avec son don, c'est compliqué, qu'elle le bride, et quand on le débride, et ben c'est pas forcément avec l'effet qu'on souhaiterait, hein. C'est pas parce qu'on a quelque chose et qu'on s'en sert pas qu'au moment où on veut s'en servir, on sait le maîtriser, voilà. Donc je le comprends, mais c'est vrai que c'était des fois un petit peu, bon, j'avais envie de la secouer la demoiselle, c'est ça que je veux dire. Par contre, Mathieu Clermont, il n'y a pas de souci, bonjour, enchanté, enfin, il est génial ce mec, il est extrêmement poli, extrêmement courtois, extrêmement gentleman, puisque, étant donné que c'est un vampire, il est donc immortel et il vient d'une autre époque. D'ailleurs, il vient de France et on le sent sur certaines choses. On parle beaucoup de vin, par exemple, dans ce roman. Et je trouve ça assez intelligent, assez intéressant également. Alors, intelligent, ça veut pas dire que ça vous donne envie de boire, hein, mais c'est juste que ça permet de découvrir un petit peu cet univers-ci. Moi qui ne suis pas forcément portée énormément sur le vin, ça ne m'a pas du tout dérangé. J'ai trouvé ça au contraire très intéressant. Selon moi, il se passe quand même beaucoup de choses dans ce premier tome, même si ça met un certain temps à arriver. Oui, il y a une romance. Oui, on est sur une romance qui va peut-être gêner, dans le sens où Mathieu Clermont est extrêmement protecteur, extrêmement possessif, donc ça peut être un petit peu, si vous voulez, toxique dans la mesure où quand il dit quelque chose, elle doit écouter, si elle n'écoute pas, il va se mettre en colère et c'est très particulier. Mais à côté de ça, Diana a du mordant, a ce peps pour justement lui tenir tête quand elle le veut, quand elle est d'accord avec ce qu'il dit, il n'y a pas de souci. Par contre, quand elle voit qu'il y a quelque chose qui la chagrine, elle ne va pas aller dans le sens de Mathieu et du coup Mathieu il va être encore plus fou parce qu'il va se dire mais me rend dingue, elle veut pas m'écouter, elle va se mettre en danger et elle est butée. Donc des fois ça donne des situations assez cocasses, mais je préfère vous prévenir sur cette relation qui n'est pas totalement saine, mais c'est expliqué du fait qu'il est un vampire et que les vampires sont comme ça, ont ce côté protecteur et possessif extrêmement développé. Dernière petite chose, il y a énormément de protagonistes et pourtant je les aime tous, enfin ils sont géniaux, ils ont tous des petits trucs particuliers. Il y a d'ailleurs un personnage qui est homosexuel, qui est un homme. Alors on ne parle pas de ses relations amoureuses, mais ça va peut-être venir dans les autres tomes, donc je voulais le souligner parce que c'est toujours intéressant quand on a un petit peu de diversité de cette manière-ci. Et franchement ils sont tous géniaux, même ce personnage d'ailleurs qui est un petit peu timbré, mais je l'aime beaucoup. Et ils sont beaucoup, encore une fois, ils sont extrêmement nombreux et j'adore finalement ce panache de personnages. J'ai su m'attacher à beaucoup d'entre eux. Sur certains on est assez sceptique au début et puis on comprend que par leur histoire, bon bah ceci, cela, etc. La famille de Déborah, ses tantes, puisque elle a une tante officiellement si on parle vraiment de lien du sang, mais elle est mariée à une femme, vit avec une femme, on a une relation lesbienne et elles sont absolument génialissimes. Vous avez la tante genre hyper peace, cool, et l'autre qui déraille complètement, qui s'inquiète tout le temps. Enfin j'adore, vraiment je ne peux que vous conseiller ce livre-ci, même si au début il y a des petites longueurs, sachez que ça va passer et qu'après vraiment c'est de la crème. Je vous propose de trancher avec une petite romance. Alors on est sur des genres assez éclectiques, hein. On a un espèce de livre de science-fiction dystopie, on a de la fantasy fantastique adulte et là on a de la new romance avec Try Baby de Lou Marceau à retrouver aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Ici on va donc suivre Svetlana qui est chirurgienne, c'est donc une femme indépendante, une femme forte et qui en a bavé pour justement atteindre ce niveau de vie et ce respect. Elle a une vie bien rodée, elle est lesbienne, elle n'aime que les femmes et elle envoie à droite à gauche le soir et ça lui va très bien, sa vie est totalement comblée. Un jour elle va recevoir dans son bureau un papy qui doit se faire opérer. C'était normalement un autre chirurgien qui devait s'en occuper, mais elle a repris le flambeau. Sauf que ce papy, il vient avec son petit-fils. Son petit-fils se nomme Tadzio et Tadzio est une star du rock international, vraiment connue.
Et du coup, il est extrêmement sûr de lui, il est extrêmement impertinent, limite au manque de respect, confiance à 2 millions de %. Et forcément, le rendez-vous médical va pas forcément très bien se passer. Lui, il va pas comprendre pourquoi c'est une femme, une jeune femme en plus, qui doit s'occuper de son grand-père, pardon. Il a peur, il veut pas le laisser entre les mains de n'importe qui. Elle supporte pas justement la façon dont il la traite. Et à côté de ça, il essaye de la charmer. Sauf que elle, les hommes, enfin, que dalle! Et Try Baby, justement, c'est cette histoire où une femme commence à ressentir quelque chose pour un individu masculin, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti pour aucun homme dans sa vie, et elle va se poser des questions sur qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est normal, je comprends pas, j'ai jamais été attirée par eux, etc. etc. D'où le titre Try Baby, essaye bébé. En fait c'est vraiment ça, Tadzio veut essayer de l'aider à comprendre ce qu'elle ressent, bien que il la cherche à 2 millions de %. En fait c'est un peu son objectif, c'est son défi du moment, c'est de la faire basculer du côté obscur de la chose. Et est-ce qu'il va y arriver ou pas, là est la question. Mais je trouve que ce roman est hyper bien fait, parce que selon moi, je ne fais pas partie de la communauté des femmes qui aiment les femmes, mais je pense que selon moi, cette communauté n'a pas été lésée, puisque on montre bien qu'elle aime les femmes et que selon elle, les hommes non. Et à côté de ça, c'est pas pour autant que elle change toute sa vie. Elle se pose des questions parce qu'elle ne comprend pas ça, mais en même temps, elle s'affirme, elle sait ce qu'elle aime ou non. C'est simplement une femme qui découvre autre chose que ce qu'elle connaît et qui se demande si oui ou non elle peut prendre du plaisir avec ces choses qui lui sont totalement inconnues. Vraiment une romance que j'ai adorée de A à Y. Parce qu'il y a le Z qui m'a chagriné. Le Z, c'est quoi? C'est à la fin de l'histoire, vous avez une ou deux scènes qui se veut vraiment touchante et émouvante, voire bouleversante, parce qu'il y en a une vraiment, je m'attendais à voir les tripes qui allaient sortir de mon bidou quand on voyait la chose qui allait arriver. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et rien qu'à l'idée de savoir que cette scène arrivait, et j'avais les larmes aux yeux, et quand la scène est passée, mes larmes, je les ai ravalées. En fait, selon moi, les quelques petits défauts qu'il y a à la fin de cette histoire, notamment sur les 2-3 scènes de la fin qui se veut extrêmement touchantes, c'est qu'il manque d'émotion, il manque de profondeur. Je vous dis, hein, j'avais déjà les larmes aux yeux à l'idée que ça allait se dérouler, et finalement les larmes, elles ne sont jamais coulées alors que je suis sensible, et ça m'a un peu déçue parce que pour moi, une bonne new romance, c'est une new romance dans laquelle je chiale. Oui, c'est vrai. Dans les new romances, je pleure tout le temps quand c'est bien fait, parce que j'aime les personnages, je me prends au jeu et je suis là à vivre le truc avec eux, et forcément, je le vis comme si c'était le mien, alors que je sais que ce n'est pas le cas, et je ressens les choses comme les personnages. Et là, c'est ce qui m'a manqué, c'est cette touche de sensibilité et d'émotion qui n'est pas arrivée comme je le souhaitais. Après, ça c'est le Z. Le AY, il était génial. Donc je ne peux que vous conseiller de découvrir cette new romance-ci. Vraiment, c'est une new romance extrêmement drôle puisqu'on est à fond dans le sarcasme. Voilà, et ça j'ai adoré. Je l'ai trouvé assez original. Alors oui, je n'ai pas une expérience énorme des new romance, mais pour autant, je l'ai trouvé quand même assez original dans la mesure où la protagoniste principale est une femme qui aime les femmes. Et forcément, ça change un petit peu les choses, ça change les a priori, ça change la manière dont la narration aussi est tournée, orientée, et j'ai beaucoup apprécié ça. Peut-être que je découvrirai d'autres romans dans ce style si jamais j'en découvre, et je vous en parlerai parce que j'ai adoré, j'aimerais beaucoup en retrouver davantage, mais je ne peux que vous inviter à découvrir ce roman parce que j'ai passé un moment super. Je vous propose de continuer avec des univers que j'aime d'amour, mais vraiment d'amour. Vous savez que j'aime énormément la mythologie grecque, la fantaisie orientale et les univers créés autour des contes. J'ai donc envie de vous parler du Royaume sans ciel de Charlotte Embrun, à retrouver aux éditions Magic Mirror. Ici on va donc évoluer au cœur du royaume nommé Sombrac. Sombrac est un royaume sans ciel tout simplement parce qu'il y a un énorme dôme autour de Sombrac que personne ne peut traverser, un dôme qui a l'air assez quand même maléfique. Et au cœur de Sombrac, on va suivre le destin de 3 jeunes femmes. Vous avez la première, c'est Neyli. Neyli est la ressemblance est ce qui se rapproche le plus au conte de Blanche-Neige, dans le sens où son papa est décédé, c'est une princesse, et elle est désormais élevée
sous la responsabilité de sa marâtre la reine. Elle ne mène pas du tout une vie idyllique, elle est plutôt sur, on est quelque chose sur une prison dorée, une cage dorée, et elle a beaucoup de mal à vivre sa vie comme elle l'entend, jusqu'au jour où elle comprend que réellement sa marâtre veut la tuer, et elle va donc essayer de tout faire pour s'en sortir. À côté de ça, vous avez le destin de Shahneh. Shahneh vit tranquillement dans un petit village avec sa grand-mère, ses cousins, etc. qui font partie de la rébellion contre cette fameuse reine, la marâtre de Neyli. Et en fait, le souci, c'est qu'un jour, Shahneh va aller dans la forêt, va revenir et tout va être en feu. Elle va donc être la seule rescapée de ce massacre et va essayer de s'en sortir au possible dans la forêt. Sauf que la reine la traque toujours, à lui envoyer des mercenaires, etc., etc. Donc la fille fait tout pour s'en sortir. Shahneh se rapproche énormément de l'histoire du petit chaperon rouge. Donc oui, il y a une histoire de petit chaperon avec la cape et compagnie. Oui, il y a aussi une histoire de loup-garou. Au moins, vous avez les gros détails à chaque fois. Et vous allez voir, je vais y revenir après, mais c'est ça que j'ai apprécié. C'est qu'on tire des éléments des contes sans pour autant être dans du plagiat de contes. Et ça, c'est vraiment bien fait. Et vous avez du coup également Eilish. Eilish est une demoiselle orpheline qui vit dans un orphelinat. Elle est persécutée par d'autres orphelines et un jour, en courant très loin de l'orphelinat, elle va trouver un petit lapin blanc qui va aller dans un terrier. Elle va aller dans le terrier et elle va du coup se retrouver de l'autre côté du dôme. Elle quitte le royaume de Sombrac. Elle ignorait, tout le monde ignore qu'il y ait des passages secrets comme ça. Et elle arrive du coup au royaume qui s'appelle Mirabella. Mirabella, c'est calqué sur le pays des merveilles, avec une vitrine rouge, avec des fleurs qui parlent, des cartes en tant que garde, etc., etc. On est vraiment calqué sur ce modèle-ci. Et une fois qu'elle arrive là-bas, elle va essayer de tout faire pour revenir à Sombrac, chose non aisée. Et voilà du coup pour ce petit pitch. Comme je vous l'ai dit, le point que je veux vraiment souligner, c'est que je trouve que l'autrice a su tirer les éléments, tirer les bonnes ficelles des contes pour elle-même écrire une histoire derrière. C'était quand même un jeu assez risqué puisque on est sur 3 réécritures de contes. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur à manier, mais elle l'a fait d'une manière, c'était vraiment comme il fallait. Elle a su faire le truc et là-dessus, je lui tire mon chapeau que je n'ai pas. D'ailleurs, en parlant de chapeau, il y a le dit chapelier fou dedans. C'est un de mes personnages préférés. Il est drôle, il est sarcastique au possible. Vraiment, quand vous allez le rencontrer, vous allez tout de suite matcher avec lui, j'en suis sûre. Alors oui, forcément, quand on suit 3 femmes, eh bien, on va avoir nos préférences et c'est normal. Et pour autant, même si on est à fond dans une histoire et que quand on switch sur une autre, on se dit mince, j'aimerais bien finalement aller revoir ce personnage-ci, eh ben, on est quand même prise dans celle-ci. Chaque histoire avance différemment et en même temps, elles sont tous liées de par le destin et de par la finalité de l'histoire. On les retrouve plus ou moins ensemble, elles se rencontrent et elles arrêtent de se rencontrer, etc., etc. Et je trouve que cette ambivalence est très bien faite. Vous en doutez, il y a 3 protagonistes, elles-mêmes, elles ont d'autres protagonistes secondaires, il y a donc une certaine multitude de personnages. Quelque chose de très clair, très limpide, on se perd pas dans les nains, ni dans le royaume du pays des merveilles, donc Mirabella, la marâtre, on voit très bien qui c'est, les jeunes à l'orphelinat au début également. On est perdu absolument dans rien du tout, c'est fluide, c'est limpide, il n'y a pas de questions à se poser. On a ce fil conducteur de l'histoire qui fait que les contes arrivent à s'en mêler comme il faut. Je dois vous avouer que j'étais à ça de détester l'autrice. Oui, détester carrément. Puisque l'épilogue nous réserve ce qui va arriver aux 3 protagonistes une fois le gros du gros résolu. Le destin qui les attend à la fin. Et du coup, j'attendais ça avec impatience, moi, vous voyez. Et là, on tombe sur le destin d'une des 3 et je vois le truc. J'ai dit mais elle peut pas faire ça. Elle peut pas faire ça. Et j'étais là et j'ai fermé le livre. Il me restait encore 8 pages à peu près pour finir l'épilogue. Et notamment du coup les autres protagonistes. Je me suis dit mais comment elle a pu faire ça. Mais j'étais dégoûtée, j'avais envie de jeter le livre. J'avais envie d'arrêter de lire cet épilogue. Tellement j'étais outrée. J'étais outrée, voilà. Et le fait est que je me suis dit bon, allez, lis-le. Sachez qu'après, je me suis rabibochée avec l'autrice complètement. Voilà, alors oui, c'est vrai, elle me connaît pas et elle ne sait pas que je l'ai détesté puis que je l'ai vraiment apprécié. Mais j'avais envie de vous raconter cette petite anecdote parce que je me suis moi-même fait rire à ces différents moments de lecture.
Je pense qu'on a fait le tour pour ce roman-ci, je ne peux que vous inviter à le découvrir si vous aimez les réécritures de contes. Et comme je vous ai dit, très original, 3 réécritures de contes qui n'en fait finalement qu'une. J'ai adoré, vraiment, je l'ai dévoré. Petit regret, c'est qu'il n'y ait pas plus de pages puisqu'il en fait 375 approximativement. Et c'est toujours mon souci avec les livres de moins de 400 pages. J'ai cette impression de pas assez, de trop peu, parce que quand on est bien dedans, eh bien on n'a pas envie de le quitter. Et le dernier livre dont je vais vous traiter avec vous dans cette vidéo, qui est encore très différent, on est vraiment sur un update lecture absolument éclectique, puisque j'ai envie de vous parler du Silence des vaincus de Pat Barker à retrouver aux éditions Charleston. Ici on est plongé au cœur de la dite mythologie grecque. Alors avec le côté mythologique qui n'est pas forcément développé, je vous explique, on va suivre l'histoire de Briséis. Briséis était une reine jusqu'au jour où les Grecs menés par Achille sont venus détruire la ville où elle habitait. Les hommes ont été tués au combat, les enfants sont tués, les femmes enceintes sont tuées puisque on ne sait pas si elles vont mettre un homme au monde, et les femmes par contre elles sont ramenées au camp et sont utilisées soit comme esclaves ou données comme trophées selon leur importance aux différentes personnes de la guerre. Briséis a fait partie de ces villages complètement détruits, a été ramené au camp et a été donné comme trophée à un certain Achille. Et cette histoire est pas plus compliquée que ça, c'est l'histoire des femmes qui sont devenues esclaves et qui essayent de vivre dans un camp d'ennemis qui ont tué leur père, leurs frères, leurs fils, leurs sœurs enceintes, mais surtout le destin de Briséis qui est du coup le trophée d'Achille. Et c'est il est tellement dur et vrai en même temps cette histoire. Déjà il faut souligner que donner la parole aux femmes c'est quelque chose d'extrêmement important. Vive le féminin, mais c'est surtout que la plupart du temps dans ce genre de guerre, on met en avant les héros de guerre, on parle beaucoup des hommes et de leur bravoure, mais on ne parle pas du tout des femmes qui voient leurs hommes mourir, qui doivent soigner et panser les blessures, et qui doivent, si jamais on perd, devenir esclaves, etc. Et je trouve ça très bien d'avoir donné la parole à celle-ci. C'est pas une belle histoire, et c'est pas quelque chose non plus qui va être tire-larme, c'est quelque chose qui est empreint d'une certaine vérité, et que l'auteur essaye justement de nous narrer sans pour autant l'avoir vécu, mais j'ai l'impression qu'il l'a fait avec une justesse qui, selon moi, est justement grande et très bien faite. Il nous explique finalement comment une personne peut réussir à continuer de vivre, à avoir l'envie de vivre, à avoir envie de mourir, à comment est-ce que je peux être esclave d'une personne qui a tué tous mes proches, l'intimité qu'il peut y avoir avec celui-ci et le fait que parfois ils arrivent à s'attacher à leur maître et à leur bourreau. Alors au début, quand j'ai vu ça venir, je me suis dit non mais c'est pas possible. Alors oui, ça existe ce syndrome concernant La Belle et la Bête et compagnie, on est bien d'accord, mais je me suis dit c'est pas possible, là c'est pas juste La Belle et la Bête, là t'as tué tout le monde, tous les hommes, et vous n'êtes plus rien, vous êtes des choses, comment tu peux? Et en fait, l'auteur a fait ça d'une telle manière à ce qu'on comprend comment ce genre d'émotion peut arriver à des personnes dites esclaves. Et j'ai trouvé ça empreint, comme je vous ai dit, d'une justesse et d'une vérité absolument incroyable. J'ai réussi moi à comprendre comment elles ont pu parfois en arriver là, et je me suis dit mais c'est vrai en fait, c'est vrai. Et parfois justement Briséis casse le mur, le troisième mur, en nous adressant directement des mots et en nous disant je sais que vous pouvez pas comprendre ce que je vous raconte, mais sachez que c'est vrai et que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas imaginer. Et juste, c'était vrai, vraiment c'était vrai, il n'y a pas d'autre mot, c'était fort, c'était intense. Pour autant, il se passe pas non plus énormément de choses, c'est pas un truc avec une intrigue palpitante, etc. Vraiment pas. On suit simplement Briséis sur ce camp de Grecs jusqu'à ce qu'elle doit en partir. C'est juste ça, cette histoire, qui est encore une fois assez courte puisqu'elle fait 350 pages, mais c'est 350 pages de leçons selon moi. Je vous parlais d'intimité tout à l'heure, sachez que les scènes sexuelles ne sont pas du tout décrites, on a seulement les émotions un tout petit peu avant et après coup le lendemain quand elle se sent sale, quand elle va dans la mer pour se laver, des choses comme ça, mais on n'a pas sur qu'est-ce qui se passe sur l'instant T, qu'est-ce qu'il lui fait, qu'est-ce qu'elle ressent, est-ce qu'elle pleure, est-ce que ça, tout ça on ne l'a pas. Donc si vous êtes sensible par rapport à ça, je pense que du coup ça ira. Par contre vraiment, au-delà de cette sensibilité liée à l'intimité, sachez que si vous êtes sensible
autrement, ça va pas forcément être un livre facile à lire. Il n'est pas facile de toute façon, il faut que vous sachiez un petit peu où vous situez. Moi je suis quelqu'un de sensible, mais en littérature je peux entre guillemets tout lire, et pour autant celui-ci, je me souviens, j'en ai fait un cauchemar. Ça m'est jamais arrivé, mais j'en ai fait un cauchemar la nuit. Alors j'étais pas forcément concernée, mais ça parlait d'intimité sexuelle et de viol en fait. Et je me suis dit que c'était ce livre vraiment qui m'avait travaillé par rapport à ça. Donc sachez que même quand on est sensible, il peut être très déroutant. Donc surtout si vous décidez de le lire, faites attention à vous, mais il vaut vraiment le coup. Et bien voilà les Kimichou, j'ai terminé de vous donner quelques avis lecture. J'en ai encore d'autres sur le feu. J'en ai deux, mais ça arrivera dans le prochain. On parlera un petit peu de graphique dans le prochain, puisque j'ai lu l'intégralité de la saga Birdcage Castle, les 4 tomes. Ça je vous en reparlerai, un petit survival game un peu à la Death Note. Alors Death Note est un survival game, beaucoup ne le considèrent pas comme tel, mais c'en est un, donc j'étais trop contente de découvrir, redécouvrir ce genre. Je vous parlerai également de Meurtre, mode d'emploi, le tome 1, présumée innocente, aux éditions Casterman de Holly Black. Non, Holly Jackson, pas Holly Black, n'importe quoi. Si vous intéresse, il est déjà paru. C'est juste que c'est une autre édition et que cette édition-ci sort le 8 septembre avec le tome 2. Et ma lecture en cours, comme toujours, je vous montre, c'est donc À la croisée des rêves de Ellie Soin aux éditions Inception. J'espère sincèrement que mes chroniques auront su peut-être vous titiller, vous intriguer. Peut-être que des livres vont rejoindre votre wishlist. Si c'est le cas, bah dites-moi lesquels. Je suis toujours hyper curieuse. Si vous en avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, si vous avez d'autres précisions à apporter. Si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à votre lecture? Il n'y a pas un ressenti qui est meilleur que l'autre, il n'y a pas une chronique qui est meilleure que l'autre, c'est simplement ce que une personne ressent vis-à-vis d'un même titre, et on est chaque personne différente, chaque individu est différent, donc forcément les chroniques le seront et c'est normal. En tout cas moi j'ai adoré vous filmer cette petite vidéo aussi. Comme toujours je vous retrouve ce week-end pour un reading vlog qui sera encore une fois court parce que c'était la suite de la période où je suis malade, donc je ne peux rien faire de plus. Et d'ailleurs j'ai remarqué que les reading vlogs courts ça ne vous plaît pas plus que ça. Je l'ai vu en termes de vues par rapport, ça fait beaucoup de vues hein, mais je l'ai remarqué par rapport aux vues du dernier reading vlog. On est sur quasiment 1500 vues en moins en termes de temps équivalent. Alors oui vous êtes en vacances et tout, mais je pense qu'il y a aussi du fait qu'il soit court finalement, ça c'est pas quelque chose de normal chez moi, et oui c'était parce que je suis malade, donc vous avez totalement raison. Je vous laisse les Kimichou, j'espère en tout cas que vous allez bien et que vous prenez soin de vous au possible. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite d'excellentes lectures. Ciao tout le monde!